C'est une course contre la montre pour les députés de la 8e législature après le vote de la loi d'amnistie, la révision de la charte des partis politiques et la révision de la constitution. L'équipe que conduit le président Louis Vlavonou a procédé au petit matin de jeudi à l'adoption d'un nouveau code électoral, document de 207 articles dans lequel on retrouve beaucoup d'innovations qui visent, selon ses auteurs, à renforcer le système démocratique béninois. Le grand format décortique pour vous chacune de ces dispositions avec un membre fondateur du bloc républicain, honorable Sophia Tchanou Aruna. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes par ailleurs premier secrétaire parlementaire pour le compte de la 8e législature. Bienvenue sur le grand format. Bonjour et merci de m'avoir invité pour ce journal du grand format. Le grand format. Alors dites-nous d'abord quelle est l'ambiance qui a prévalu jeudi dernier lors des débats pour l'adoption de ce nouveau code électoral. C'était plutôt une ambiance, une très bonne ambiance. Une ambiance bon enfant, comme on dit. Nous sommes restés vraiment tard. Nous sommes restés tard, je dirais même jusqu'au petit matin. Pour la plupart, en éveil, hein. On est resté pour aller jusqu'au bout du processus. Et c'est ça qui a accouché de ce que vous aviez vu, où 63 députés ont voté. Donc une majorité vraiment large. Et il faut dire aussi, il faut préciser que certains collègues sont pour la plupart en mission. C'est pas qu'ils ont déserté ou fui, non. Ils étaient pour la plupart en mission sur d'autres fronts. Alors, entre députés républicains et progressistes, il y avait donc des points d'achoppement. Quels sont ces points qui vous divisaient? Monsieur le journaliste, enfin, qu'est-ce que vous mettez dans point d'achoppement? Si vous pouvez peut-être me guider, m'indiquer, je vous dirai. Est-ce qu'il y avait des points sur lesquels députés donc, du bloc républicain et progressistes ne s'entendaient pas? Pas tellement, à ma connaissance, pas tellement, du moment où il fallait défendre les intérêts généraux de la nation. Je crois pas. Si nous sommes restés tard, c'était pour mieux comprendre, pour s'entendre, pour ne pas encore accoucher une fois de quelque chose qui va faire fâcher. Donc c'est pour ça que nous sommes restés très tard. C'est pas qu'il y avait des points où on s'entendait pas. Non, loin de là. C'est parce qu'il fallait faire. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, hein, mais bon, on a fait de notre mieux. On est resté vraiment très très tard pour aller jusqu'au bout, pour satisfaire. Ne serait-ce que, pas nous, hein, mais les Béninois. Alors, vous étiez parti pour modifier le code électoral qu'on a appliqué en avril dernier, mais pourquoi avez-vous opté carrément pour un nouveau code électoral? Merci bien, monsieur le journaliste. Vous m'aviez dit quoi? Avril dernier. Oui. Enfin, moi, dans ma tête, je dis, bon, c'est une parenthèse qu'on a déjà fait, mais c'est pour ça que nous avions procédé à un nouveau code. Parce que, souvenez-vous, le code que nous avions eu à pratiquer aux dernières législatives, c'était, bon, le code de tous les soucis, je dirais, hein, pour certains. C'est ce qu'ils disent. Bon, en même temps, c'est ce code-là même qui a permis quand même à l'élection des 83 installés de la 8e législature que nous sommes. C'est ce code-là qui nous a permis, nous, d'aller en campagne. Mais d'autres n'ont pas pu, je dis bien, ils n'ont pas pu, ou peut-être n'ont même pas voulu se conformer à ce code-là. Donc, ils ont eu des soucis. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisque nous sommes tous d'une même nation, le Bénin, qui est un et indivisible, qui est notre nation commune. Donc, nous sommes obligés de s'asseoir, de s'entendre pour voir quels étaient les points d'achoppement, quels étaient les points qui fâchent pour reconstruire. Et nous nous sommes dit que l'essentiel c'était d'aboutir à quelque chose de bien, d'où l'idée d'un nouveau code. On se dit l'autre rangé au placard, on sort un nouveau code où tout un chacun, tout acteur politique pourra se retrouver aisément. Alors, 10% de l'ensemble des députés ou des maires pour faire valider sa candidature à l'élection présidentielle. D'où est-ce que vous avez tiré cette inspiration? Très bien. Vous aviez dit 10% des députés ou des maires. Non, 10% des députés, 10% des maires, 10% des et ou des maires députés. C'est-à-dire, soit vous aviez, je vais vous dire. Oui, allez-y.
Vous savez, le collège des élus, maires et députés, se joue si on fait la somme. À ce jour, nous avions 83 députés. Je vous fais ça. Nous avions 77 maires. La somme, ça nous donne 160. Le 10%, c'est le 10% des 160 des députés et des maires sommés ensemble. 16. Le 10%, ça veut dire soit vous aviez 16 députés, soit vous aurez 16 maires, soit le mélange ou mixé, soit vous avez besoin de 8, 10 et 6, etc. En tout cas, une somme pour aboutir à 16 des élus des deux côtés, députés et maires. En fait, c'est ça, le 10%. Où est-ce qu'on a sorti ça? Écoutez, on a dit, le génie est béninois, hein? C'est pas associé ce que nous avions fait. Ça aussi, c'était toujours dans l'intention de faire bien. Nous avons parlé des réformes du système partisan. Dites-moi, entre nous, est-ce que vous vous plaisez dans ce schéma où on vous dit que votre pays, le Bénin, on a, je sais pas, 200 et plus partis politiques? Non. Non, ce temps-là est révolu. C'est-à-dire qu'il faut avancer dans son ère. Il faut avancer dans son monde. Et dans le monde, aujourd'hui, l'ère à quoi? Au grand regroupement. Pourquoi ne pas vouloir ça pour notre pays? Vous voyez? Je vous dis, enfin, l'idée, d'où c'est parti les 10%. On veut des grands regroupements. Et l'autre chose, on a vu qu'il n'y a que des groupuscules. Si maintenant, on demande aux partis, mettez-vous ensemble pour former des grands regroupements. Avoir 10% d'élus, ça c'est pas sorti, enfin. Alors, est-ce que ce que vous avez fait, c'est ce qu'ont souhaité les participants au dialogue politique? Bien sûr. Bien sûr, ça faisait partie même des recommandations fortes de ce dialogue. Qu'on sorte carrément un nouveau code électoral. Exactement. C'est-à-dire un nouveau code bien structuré et à la mesure de la pratique que tout le monde pourrait s'approprier sans difficulté. Vous comprenez? Alors, les partis qui ne sont pas représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une forme déjà d'exclusion? D'exclusion. Exclusion? Non, pas du tout. Ils ne sont pas à l'Assemblée. C'est vous qui le dites, des partis qui ne sont pas représentés. Nous n'avons que 2 partis à l'Assemblée nationale. Oui, 2 partis qui sont en fait le regroupement de très très grands partis qui ont existé par le passé. Bien sûr. Ce n'est pas 2 partis sortis de terre ou du ciel, de tomber de nulle part. 2 grands partis. 2 grands groupes. Ah oui, voilà. 2 grands partis oui, qui sont en fait le regroupement des grands partis que vous connaissez par le passé. Maintenant, si vous n'avez pas de députés à l'Assemblée, voilà, dans quelques mois... Les communales. Voilà, on a les communales. Je crois que c'est l'occasion ou jamais. L'occasion ou jamais pour prendre la branche tendue. Battez-vous. Ayez 16 mai. Nous avions 77 communes. Et dans 77, vous pouvez avoir ne serait-ce que 16, 4 fois. Mais c'est pas si facile. Hein. C'est vous qui... Si on est un parti sérieux, enfin, qu'est-ce que nous attendons de nos partis politiques? C'est qu'en fait, qu'ils soient d'envergure nationale. Si on est un parti qui a une envergure nationale, vous pensez qu'on ne peut pas avoir 16 mai? Non, dites-moi. Vous pensez qu'on ne peut pas avoir 16 mai? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse sortir de cette logique de mon fief. Je suis dans mon fief, je m'arrête dans mon fief. Je ne veux pas aller au-delà de mon fief. Il est temps qu'on élargisse les choses. Il faut que les gens se ratissent l'âge, qu'ils sortent de leur cocoon. On a fini avec ces partis, cette affaire de partis claniques, vous voyez, ces partis, enfin des clubs électoraux, vous les appelez par le passé, où on s'arrête autour d'un seul homme, tout se passe autour d'un seul homme, donc du coup on ne sort pas. On ne sort pas du tout du clan, de la communauté. Il faut ratisser l'âge. Un parti d'envergure nationale. Alors, 16 mai, c'est rien du tout. Hein.
Alors, est-ce que cette forme de système de parrainage ne vient pas créer un marché de corruption autour des élections au Bénin? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que nous sommes tous intelligents, comme on dit, même si on n'est pas. En tout cas, on a tous quelque chose dedans. Je ne pense pas parce que, en fait, c'est cadré. Vous voyez, c'est cadré. Ça va être quoi? Celui-là qui est élu. Vous comprenez? Qui est élu sur une liste. Il ne peut pas sortir de la liste comme ça. Parce que je vous ai dit, il ne s'agit plus d'hommes. Il s'agit du parti. Et les candidats seront proposés. Enfin, élus, députés, mais et tout, ils seront proposés par le parti. Si vous êtes porté par un parti pour aller siéger au nom du parti, vous pouvez que suivre la discipline du parti, les consignes du parti. Si le parti est en accord pour dire, voilà le candidat du parti, vous pouvez que vous alliez. Vous n'allez pas laisser le candidat du parti et aller donner votre parrainage à une tierce personne si la personne n'est pas portée par le parti. Alors, est-ce qu'un élu peut parrainer un candidat qui n'est pas de son parti? Mais bien sûr. Quand je suis républicain, je peux parrainer un candidat de FCB, par exemple. Si le parti le porte. Si le parti le porte, je ne peux pas sortir de mon bloc pour dire, soit je démissionne. Soit je démissionne du parti. Mais sortir du lot, du groupe et dire, seul je vais aller parrainer. C'est pas possible. Ça sent mauvais, ça. Ça sent ce que vous avez dit tout à l'heure, la corruption. Très bien. Le nouveau code électoral prévoit désormais l'institution d'un conseil électoral et d'une direction générale des élections à la fin du mandat des membres actuels de la Sénat. Quel est l'objectif visé par cette disposition? Très bien. Vous savez, en fait, jusque-là, quelle machine, quel outil nous avions pour aller aux élections? Nous avions la Sénat. Mais aussi, nous avions le COSLEPI. Le COSLEPI, oui. Vous voyez, le COSLEPI qui est une structure un peu... Politique? Politique. Oui. Politique, vous m'aviez arraché le mot. Et indépendante. Enfin, pour la liste, pour faire rien que la liste. Mais maintenant, comment faire pour que... Parce qu'en fait, le rôle de la Sénat jusque-là, c'est organiser les élections, etc. Mais maintenant, le suivi de la liste. Parce que souvent, le COST... Ils y vont pour 6 mois pour réactualiser la liste à tout moment. Peut-être pour faire, comment on dit, pour lier, pour mettre tout, pour bien encadrer, bien cerner tout ce qui se fait. Le COS va disparaître. Le COSLEPI va disparaître, mais donnera peut-être naissance on peut dire ça, à une autre structure, mais qui sera le deuxième organe de la Sénat. On aura un organe chargé de la partie plutôt technique, c'est ça on dit? Et technique, il y a une structure qui est déjà là, l'ANT, l'Agence nationale de traitement, qui fait encore un travail technique. La structure va disparaître aussi? Exactement. C'est-à-dire on n'aura que 2 dans l'avenir. La CEI, enfin la CE, comme vous avez dit là, le conseil, et la direction aussi. Ces 2 structures-là seront sous la coupole. Enfin, ce sont ces 2 structures-là qui formeront la Sénat d'aujourd'hui, qui seront en fait Sénat COSLEPI pour s'occuper de l'affaire électorale et tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est ça. C'est pas un truc nouveau, c'est pas un truc sorcier, mais en fait, c'est une restructuration de l'existant. Alors, quand on prend par exemple le conseil électoral, il est composé de 5 membres. Un membre fourni par la minorité parlementaire, un autre par la majorité parlementaire, l'autre par l'opposition, l'autre désigné par le chef de l'État, l'autre par les magistrats. Maintenant, minorité parlementaire, majorité parlementaire, opposition, là, ça veut dire quoi? Très bien. Très bien. Situer cette situation-là dans le cas aujourd'hui. Oui. À l'Assemblée, nous avions une majorité.
qui est de la mouvance, la minorité qui est également de la mouvance. Voilà. Maintenant, mais maintenant, on a rattrapé. On a mis un proposé par le chef de file de l'opposition. Vous comprenez? Ah oui. C'est toujours dans le but de bien faire. Sinon, on aurait pu se contenter dit minorité, majorité. Mais le cas de figure aujourd'hui, on a une minorité qui est de la mouvance, une majorité qui est de la mouvance, mais maintenant, il faudrait pas tout le temps qu'ils se disent lésés. Il faut rattraper quelque part. Donc, il faudrait que le chef de file de l'opposition aussi propose un membre et l'autre membre par le président de la République et l'autre membre du côté des magistrats. Donc, ça fait les 5. Et quel est le mécanisme par lequel l'opposition va désigner son membre dans ce conseil? Raison de Parce plus, que c'est raison toute de plus l'opposition. pour qu'il s'organise. Il est temps qu'il s'organise. Il faudrait que l'opposition s'organise, qu'on le veuille ou pas. Ils doivent se mettre ensemble, s'organiser, se déclarer officiellement opposants. De toute façon, bientôt, nous sommes en train, on est au labo là-dessus. Encore. Il y aura la loi sur le statut de l'opposition qu'on va voter, Inch'Allah, dans quelques jours. Tout sera clair et précis. Peut-être ça donnera encore du courage ou le boost aux gens pour se déclarer vraiment opposants. On parle aussi de l'institution de mesures discriminatoires, de mesures de discrimination positive au profit des femmes. 24 sièges sont donc exclusivement réservés aux femmes à raison d'une femme par circonscription électorale. Alors, si nous avons plusieurs femmes candidates dans une circonscription, comment ça va se faire? Très bien. Plusieurs femmes, c'est le souhait. Oui. Non, je le dis, Oui, bien sûr. C'est mon souhait. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Vous le voulez aussi? Ah oui. Accompagnez-nous. Plusieurs femmes, c'est le souhait. Ce serait même l'idéal. Mais comment ça va se passer? En fait, vous savez, je prends par exemple ma circonscription, la 19e. Par le passé, on a 5 sièges. Oui. La 19e des communes de Porto Novo, Semepoji, Adjara et les Agégués. 5 sièges. Maintenant, on prend un exemple. 2 partis vont... Je prends ce cas de figure. Oui. 2 sont allés aux élections. Après les élections, nous sommes ressortis. L'Union progressiste a eu 3 sièges. Le bloc républicain s'en est sorti avec 2 sièges. Qu'est-ce qui va se passer? La femme sera proposée par l'Union progressiste. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, c'est le parti qui aura le plus de sièges dans la circonscription qui va bénéficier de cette discrimination, comme vous l'appelez là. Une discrimination positive, vous dites. Moi, je dis plutôt c'est une injustice corrigée. Ah oui. Non, bien sûr. C'est comme ça, je dis une injustice corrigée parce que, souffrez avec moi, que 52% que nous sommes. Et voilà. Alors, quand on dit les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, pourquoi ne pas compétir donc au même titre? Non, c'est pour ça que j'aime bien l'article 26 de la nouvelle constitution, de la constitution du 31, c'est ça? De la nouvelle constitution. Oui. C'est en ça que j'aime bien cet article 26. Qui dit quoi? Oh, c'est dit que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi, quel que soit leur sexe, leur religion, leur appartenance, pour tout ce que vous voulez. Et après, à la linéa 2, c'est bien dit que, mis à part le fait que nous soyons égaux là, toutefois, des dispositions seront prises pour que le peuple soit mieux représenté ou bien représenté par les femmes. C'est ça l'article 26 nouveau là. Donc, en fait, c'est ça qui a boosté l'idée des 24 à compléter par circonscription pour qu'il y ait au moins
au moins 24. Regardez, nous sommes 83 aujourd'hui. À peine nous sommes combien? 7, 8, je ne sais même plus. D'accord. Vous avez réduit la caution de candidature à l'élection présidentielle de 250 millions. On passe maintenant à 50 millions. L'objectif initial, c'était de limiter le nombre de candidatures, non? Exactement. Mais l'objectif, c'est de limiter. On était parti à 250 pour limiter, d'accord? Mais maintenant, on a trouvé une autre formule pour limiter, pour que les gens puissent se mettre tous ensemble par le système du parrainage. Donc, à quoi bon maintenir? C'est toujours dans l'objectif de bien faire que nous nous sommes dit, il faut revoir la caution à la baisse, puisque déjà, on a pu mettre quelques gaps de l'autre côté. C'est-à-dire, on a pu caler là-bas pour dire, il vous faut 16 élus. Si vous êtes en mesure de fournir 16 élus, mais dites-moi, quel candidat sérieux ne pourra pas trouver 16 élus dans ce collège-là? Mais vous n'avez pas ce problème. Vous êtes déjà nombreux à l'Assemblée nationale, Bloc républicain, Union progressiste. Vous n'avez pas ce problème. On va parler maintenant donc de la rentrée politique donc de votre parti, le Bloc républicain, rentrée effectuée hier samedi sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Après moins d'un an de naissance, quel a été le parcours de votre formation politique? Monsieur le journaliste, le parcours de notre formation, c'est que nous avions fait des merveilles jusque-là pour un truc naissant. Je dis bien naissant. Nous sommes allés aux élections législatives, nous sommes ressortis avec 37 députés. Moi, je trouve que c'est bien fait. Mais on fera mieux les prochaines fois. On fera mieux les prochaines fois, mais hier de notre sortie, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été décidé, enfin le thème. Le thème oui, que nous avons... Justement, pourquoi est-ce que le Bloc républicain décide-t-il de mettre les jeunes et les femmes au cœur de ses actions? Mais il faut déjà se coller à nos tests. Parce que c'est dit dans nos tests, nos statuts et tout, que 30% de femmes, 30% de jeunes seront représentés dans toutes les instances. Et maintenant, la rentrée politique hier, ça a été encore une fois l'occasion de réaffirmer cela. Déjà, vis-à-vis des jeunes. Et de l'autre côté, de dire aux femmes que ça y est, c'est l'occasion. Puisque déjà les tests votés par les honorables députés nous donnent déjà l'opportunité, l'occasion. Donc c'est l'occasion aux femmes de prendre la balle au bond, de prendre la branche tendue, de s'investir. Il faut s'investir. Quel que soit votre rang social, il faut y aller. Alors aujourd'hui, le Bloc républicain est présent sur la scène politique nationale. Quelles sont les nouvelles orientations que vous avez données au parti? Je reprends par ma dernière phrase. Oui. On a dit à nos femmes, à nos jeunes, qui sont en fait les piliers, le socle du bloc même. Ce sont les femmes et les jeunes. On leur a simplement dit, allez-y. Je ne vais pas dire envahissez, mais allez-y. Investissez le terrain, prenez de la confiance en vous. Allez-y, n'hésitez pas, quel que soit votre rang. N'hésitez pas et que ce qui est sûr, aux prochaines élections, les gens ont pris l'engagement, ça fait partie des recommandations, que sur nos listes, les listes du parti Bloc républicain, il y aura 30% de femmes, 30% de jeunes, ce qui fait un cumul de 60%. Donc voilà. Le temps est donné, c'est à eux maintenant de savoir comment se comporter. Et puis... Honorable, on va finir avec votre message à l'endroit de tous les militantes et toutes les militantes et tous les militants du Bloc républicain. Alors, chers militantes et militants, déjà, je vous dis merci. Merci pour ceux qui ont fait le déplacement de Porto Novo hier.
Merci à tous ceux qui étaient de cœur avec nous hier. Merci aux sympathisants. Merci à tous. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que que le bloc républicain, je peux appeler ça le parti de la table est servie. On attend les gens pour venir se mettre à table avec nous. N'hésitez pas, quel que soit votre rang, que vous soyez femme des champs, des marchés, vous avez votre place au bloc républicain. Que vous soyez jeune, diplômé ou pas, vous avez votre place au bloc républicain. Le bloc, c'est le parti de l'avenir. Venez, vous êtes attendus et vous serez les bienvenus. Merci à vous, honorable Sophia Tchanou Aruna, membre fondatrice du Bloc républicain et par ailleurs première secrétaire parlementaire pour le compte de la 8e législature. Très bonne journée à vous, honorable.